Le groupe Edmond de Rothschild a été créé en 1953. C'est un groupe bancaire spécialisé dans la banque privée et la gestion d'actifs, basé à Genève, en Suisse. Un groupe familial présent dans 15 pays avec 37 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. François Grandvoinet est le président de Edmond de Rothschild REIM France depuis octobre 2019. Pascal Bonnefille, directeur de la publication Imo Week, a rencontré François Grandvoinet, à qui il a d'abord demandé de nous présenter la branche REIM d'Edmond de Rothschild que l'on connaît moins bien par rapport à l'ensemble du groupe bancaire. En fait, Edmond de Rothschild, tout le monde connaît, c'est une banque privée tenue par la famille qui a 35 milliards d'actifs. Cette banque a effectivement différents métiers et différents types de clientèle. On a une clientèle de banque privée et une clientèle d'institutionnels. Et donc EDRM France, c'est le bras armé du groupe sur la France. Alors on n'est pas organisé uniquement en France, on a une plateforme pan-européenne qui est la réunion de 3 entreprises qui a eu lieu il y a 6 ans, au moment où le groupe s'est rendu compte qu'il avait une offre immobilière très faible et qu'il fallait effectivement pouvoir répondre à une vraie demande de la clientèle qui est propre en fait, pas forcément à la banque, mais à l'ensemble de l'épargne, où on se rend compte que l'immobilier en termes d'épargne, résout beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir un rendement largement supérieur à tout ce qui est fonds euros ou obligataires, et il est moins volatile que les actions. Ce qui, pour le monde bancaire, est toujours une chose intéressante, parce que souvent la banque a regardé l'immobilier un peu d'une manière, j'allais dire méprisante, c'est pas gentil, mais enfin un peu lointaine, hein. Oui, il y avait une incompréhension du métier de l'immobilier où finalement on s'était vu comme des marchands alors qu'en fait, par nature, le super marchand, c'est le banquier. Dans la Renaissance italienne, les meilleurs commerçants devenaient banquiers, étaient les marchands les plus fortunés. Alors je pense aussi que la difficulté qu'il y avait sur l'immobilier, il y avait 2 choses. C'était la réglementation et puis les crises. Et souvent, bien sûr, pour les banques, l'exposition immobilière était un risque fort de crise, et notamment en France, puisque la crise des années 90 est restée a vraiment marqué les esprits. Je pense aussi que la professionnalisation très importante des métiers de l'immobilier, vous en êtes un témoin et un acteur, a compté aussi pour le fait que le monde bancaire s'intéresse plus au monde de l'immobilier. C'est vrai que ce qui a vraiment changé, ça a été effectivement, alors on l'a appelé financiarisation. Moi, je penserais plutôt professionnalisation. C'est peut-être plus le mot terme parce qu'il n'y a pas eu que de la financiarisation. On a réussi à capter des talents venant de tout horizon et on a enfin compris qu'on était un vrai carrefour de compétences et de métiers. Ça a changé. Ça a aussi changé en Europe parce qu'en fait, les droits d'enregistrement se sont réduits et donc on a plus pu faire tourner les immeubles, et en tournant plus les immeubles, on a dû forcément s'obliger à être plus performant. Et ça, c'est le tournant, c'est le début des années 2000, qu'on a appelé financiarisation, qui est plutôt professionnalisation. On a réussi à additionner des talents qui étaient financiers, ingénieurs, parce qu'on a beaucoup plus d'ingénieurs aujourd'hui, et on s'est rendu compte que l'immobilier, c'était un objet qu'il fallait savoir transformer et faire évoluer. Non, oui, effectivement, ça a changé aussi parce qu'en fait, les banques et les assureurs se sont rendus compte que sur le compte de résultats, ça avait aussi du sens, à la fois pour eux et leurs clients, parce qu'on travaille toujours pour soi et pour ses clients. Donc, revenons à Edmond de Rothschild REIM, donc qui est la fusion, au fond, de plusieurs grosses structures et vous en assurez donc la direction de la filiale France. Donc, comment ça se passe avec les autres structures européennes? C'est-à-dire que vous travaillez de quelle manière? Alors, on est très indépendant sur les clients et sur les produits. Et l'objectif, c'est effectivement faire plus de cross-selling. Et l'avantage, c'est que comme on a des tailles comparables et qu'on est quand même les uns et les autres sur des produits de niche, parce qu'on n'a pas un énorme bilan. En fait, on est une entreprise de taille moyenne. Donc, vous avez combien d'actifs sous gestion actuellement? Sur l'Europe, on a un peu plus de 12 milliards et en France, on en a 6 milliards. Donc la France est la moitié tout de même. Oui, on a une activité qui est à la fois immobilière et financière. Donc en fait, sur l'immobilier, en termes d'AUM, on représente la moitié. En termes d'immobilier, on représente plutôt un tiers.
Et donc ce fonctionnement en cross-selling avec tout ce monde européen, ça marche en bonne intelligence, si j'ose dire? Oui, alors ça surprend toujours. Et en général, ça fait pour ça que je vous pose la question. Ça fait toujours sourire les gens quand on parle de pan-européen parce que c'est le début des ennuis, si ce n'est pire. Demandez à nos politiques. Voilà. Mais non, ça fonctionne bien et on le démontre à la fois sur des produits on a une gamme qu'on appelle Smart qui est du repositionnement d'immeubles qu'on fait sur l'Europe continentale, sur le logement où bizarrement on a une alors sur le logement on le réussit très bien en Suisse et en Angleterre parce qu'on est sur des thématiques particulière sur l'Angleterre, parce qu'il manque vraiment tellement de logements, il y a peu d'acteurs, donc on peut se différencier. Sur la Suisse, parce que c'est plus le gouvernement suisse qui a compris, contrairement à d'autres gouvernements européens, que subventionner le logement et pas forcément avec des régimes fiscaux compliqués, ça fonctionne. Donc on y arrive et donc là-dessus, au pan-européen, on le fait en logement. Sinon, on le fait plutôt en bureau logistique, tout simplement parce qu'on a les compétences internes pour le faire. On fait peu de commerce, non pas parce qu'on ne croit pas au commerce, mais à partir du moment où vous n'avez pas la compétence, et ça demande plus de ressources, parce que le terrain de jeu du bureau logistique, c'est quand même les grandes métropoles. Le commerce, si vous voulez être performant, vous pouvez aussi être sur des villes moyennes. Et là, si vous n'avez pas les ressources pour le faire, ça peut être très glissant. Après ce tour d'Europe, on a envie que François Grandvoinet évoque maintenant au micro de Pascal Bonnefille la partie France. Quels sont les marchés et les secteurs d'intervention de Edmond de Rothschild REIM dans l'Hexagone? Alors l'objectif, ça a été depuis 2 ans, c'est vraiment de diversifier l'offre immobilière et d'élargir le fonds de commerce et puis de travailler à la fois avec ce qui est le fond d'ailleurs du groupe, si on revient à l'origine, c'est-à-dire d'un côté une banque privée avec des clients privés et de l'autre une banque privée de conviction qui trouve des institutionnels comme clients. Sur la banque privée, on avait un qui est quand même le grand lieu de Edmond de Rothschild. On va dire. Alors sur la banque privée, on a monté un EPCI qui, comme tous les EPCI, a subi quelques vicissitudes liées logiquement. Parce qu'en fait, le vrai problème de l'EPCI, c'est pas l'EPCI, c'est que pour avoir discuté à l'époque avec le régulateur, j'étais un peu réservé sur l'EPCI, sur la partie poche financière. En fait, vous, comme moi, ou comme tout le monde, un produit immobilier, on l'imagine pas volatile. Et l'EPCI... A priori, c'est plutôt mobile. Et c'est l'avantage. Immobile. Et le problème de l'EPCI, c'est que via sa poche financière, vous créez la volatilité qui est à la fois difficile à gérer à nous en tant que gérants, mais qui est encore plus incompréhensible quand ça arrive pour les clients. Donc on a l'OPCI et après on a fait du deal à Lille pour les grands clients. Donc on a fait alors ça, c'est vrai que quand on voit les clients privés, alors la bonne nouvelle d'un client privé, on en voit beaucoup, ils sont toujours persuadés qu'on est de très bons conseils. Quand on a eu, bon signe, ça. Oui, c'est très bon signe. Quand on a eu l'habitude de pitcher avec différents types de maisons, il y a toujours une espèce de réserve sur est-ce qu'on est bien aligné. Un client privé, il est persuadé qu'on est aligné avec lui. Ça, c'est super. Par contre, il a un peu plus de mal à se projeter sur ce qu'il veut. Donc, on est obligé de travailler par itération, où on peut commencer à avoir quelqu'un qui nous dit « je veux faire du logement en Île-de-France » et on finit par faire du bureau plein de Monceau. Mais par petits bouts, d'adaptation, ça. Par petits bouts, on y arrive. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place avec la banque. Et ça fonctionne bien depuis 6 mois, à la fois parce que j'ai renforcé les équipes acquisition, donc on a un meilleur deal flow, et en même temps parce qu'en fait, on a un correspondant à la banque qui sert d'interface pour pouvoir gérer ça. On peut parler de transactions intéressantes que vous avez fait récemment, même si certaines, évidemment, sont discrètes, j'imagine. Non, la dernière en date, elle a été publiée pour justement un de ses clients privés. On a acheté un hôtel particulier, avenue Velasquez. Donc, l'avenue Velasquez, c'est une des 2 avenues qui rentrent de la plaine Monceau. Et je pense, alors après, on peut en discuter, mais on a sûrement acheté le plus bel hôtel particulier de la plaine Monceau. Et ça correspondait, je me rappelle avoir discuté avec la cliente fin novembre. Et la chance qu'on a eue, en même temps, c'est aussi, ça sourit aux audacieux, comme on dit, la description qu'elle me faisait de ce qu'elle cherchait après avoir recherché plutôt du logement, ça correspondait pile poil à ce qu'elle voulait. Et on a eu la chance de trouver l'immeuble et on a réussi à lui acquérir. Donc en fait, c'est une des typologies qu'on va acheter pour les clients privés, c'est vraiment du très sécure, d'actifs de coffreur, bureau logement dans Paris. Après, et ça, c'est un peu du coup humain, parce que là, vous adaptez vraiment à votre client, voilà. C'est vraiment la question. On fait vraiment, j'en avais voyé encore un hier à la banque, on écrit vraiment ce qu'ils veulent et on va vraiment chercher l'immeuble qu'ils veulent. Après, on a des clients qui sont
un peu plus attirés par le risque. Et là, on va un peu plus loin que la plaine Monceau, là. Voilà, on va leur chercher alors, du bureau ou la logistique sur le territoire français. Ça se trouve. Et avec un peu ce que j'ai toujours fait dans mes précédentes maisons chez AW ou Aviva, quand on prend du risque, on peut prendre beaucoup de risques. Et là, on est en train d'ailleurs sur l'opération de Life Science, on avait pris du risque avant le permis. On est en train de regarder une opération logistique avant le permis et en bureau aussi. Et si on fait ça, il faut être sûr de son marché locatif. Dit autrement, moi je l'ai fait quand je suis arrivé chez Aviva, on a pris une très grosse opération à Biotech François Mitterrand. Il y avait 16 000 mètres carrés en 2014 où personne ne voulait faire plus de 5 000. Et en fait, le marché est en train de se retourner. Je connaissais bien ce secteur. J'étais sûr que l'immeuble, il serait plein avant la livraison. Donc en fait, on peut... Alors là, c'est vraiment un peu. Et c'est là où la connaissance des marchés est très très importante de la part de ceux qui. Voilà. Et ça, c'est l'avantage. C'est effectivement mon track record. Et en même temps, là, j'ai fait venir, vous l'avez vu, Christelle Wauters, qui était ma responsable d'acquisition chez Aviva. Là, elle est plus responsable d'acquisition. Elle m'aide pour l'ensemble du développement produit. Et puis, on a repris un acquisition manager qui va être Alexis Mignonnet, qui vient d'arriver, qui était aussi dans les équipes Aviva et qui va être notre patron des acquisitions. Du cousu main, donc du sur-mesure de la part du groupe Edmond de Rothschild REIM, comme vient de nous l'expliquer son président François Grandvoinet. Là, il était question de la clientèle privée d'Edmond de Rothschild, mais il y a aussi les institutionnels. François Grandvoinet développe au micro de Pascal Bonnefille. Alors les institutionnels, là on est plutôt parti sur des fonds thématiques, donc soit logistique, soit de light industrial, soit de repositionnement urbain. On essaye vraiment, mais c'est très étroit, c'est de partir sur la life science, donc des actifs mixtes, bureaux, labos. Et en fait, on en fait un avis. Ça, c'est très particulier comme type. Alors, il y a une forte demande. Une forte demande. Alors, c'est parti avant le Covid des États-Unis. C'est peu Parce connu. que jusqu'à présent, les labos, c'était un peu des labos publics, j'imagine, ou alors c'était uniquement des labos. En Europe, on a toujours eu un sujet entre recherche publique et recherche privée. Oui. Aux États-Unis, c'est la recherche privée grâce aux universités. Bien sûr. En France, tout doucement, ce qui a changé en 10 ans, c'est que grâce au fonds de pension, on a maintenant... la difficulté qu'avaient les startups, qu'elles soient technologiques ou de santé, c'était d'arriver à pouvoir transformer les bonnes idées en chiffre d'affaires sans s'assécher la trésorerie. Et donc, l'avantage, parce que pour en avoir installé pas mal dans le sud de Paris il y a 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit le type de locataires, ils ont du chiffre d'affaires, mais ils ont un bilan beaucoup plus solide. Par contre, ce qui leur manque, c'est pouvoir être proche des hôpitaux et avoir des immeubles modernes, mais modulables. Ce qui a changé, parce que alors, moi, une partie de ma famille était dans la recherche, c'est qu'il y a 20-25 ans, un labo de recherche, c'était essentiellement des paillasses, et pas d'ordinateur. Aujourd'hui, quelque part, il faut 50 à 60% d'ordinateurs et quelques paillasses. Bon, dans des cas très très particuliers, L1, il faut vraiment... Mais ça, c'est pour les virus. Nous, on est plutôt sur L2, donc on fait un mix bureau-paillasse. Donc on fait ça à Villejuif, on avait fait ça à Lausanne, on en a un à Berlin, et on essaye d'en faire en province, dans les grands centres hospitaliers. La difficulté, c'est qu'en fait, il y a assez peu de grande sensibilisation à ça, et donc il faut plutôt présenter le dossier en disant aux mairies, by the way, plutôt que faire du bureau du logement, faites un peu de centre de santé. Donc on a ça, et puis on a un partenariat avec la Croix-Rouge, on les aide à externaliser leur patrimoine. Qui est important, qui est très important, sur lequel il faut faire un gros travail de recensement, parce qu'en fait, quand vous allez, c'est pas propre à la Croix-Rouge. Il y a des délégations, bien sûr. Moi je connais très bien la Salpêtrière, vous allez à la Salpêtrière, vous vous rendez bien compte que ça a été monté de briques et de brocs au fur et à mesure du temps, et avec la Croix-Rouge, on les aide à rationaliser ça, l'externaliser. Pourquoi ? Parce que ça leur permet, eux, d'avoir plus de fonds propres et pouvoir relancer leur activité. Une dernière question qui, cette fois-ci, n'est pas spécifique à Edmond de Rothschild, mais comment voyez-vous les marchés ? Alors, c'est la question à 1000 euros. Les marchés immobiliers aujourd'hui en France, dans leur diversité, comment vous les ressentez ? Alors, comment on les ressent ? Dans une époque un peu difficile, on va dire. Alors, il y a un petit lude et facile, mais... Il y a toujours une dynamique économique, ça c'est un plus. Il y a un vrai facteur nouveau qui va être l'inflation. L'inflation, par contre, elle est plutôt bénéfique à l'immobilier. Qu'on regarde, quel que soit le côté auquel on regarde. Alors, s'il y a une très grosse inflation, on sera impacté, mais beaucoup moins que les autres classes d'actifs. Et en tout cas, c'est porteur. Donc,
Par contre, on a perdu l'habitude de travailler l'inflation et travailler avec le locataire avec l'inflation. Donc là, il y a un sujet. Et puis surtout, on a tous un sujet. Alors nous, on est moins concernés. On a de la chance. Ça va être la taille des actifs. Parce que notamment les actifs de bureau. Là. Sur les actifs de bureau, on a deux révolutions. C'est la taille des actifs en bureau et l'e-commerce. Et après, pour la logistique, c'est bénéfique. Le vrai sujet qu'on a, c'est la durabilité. Mais en fait, pourquoi j'en parle assez peu, c'est ce qu'on méconnaît, c'est qu'en fait, en France, à partir de 2008, on a, sous l'influence de la Caisse des dépôts et après des grands institutionnels, on a très vite basculé dans une transformation durable. Quand on voit ce qui se fait en Allemagne, en Angleterre ou même au Benelux, on est vraiment en avance. Et il y a une vraie conscience des acteurs pour transformer l'immobilier. Donc le durable va être très important. La chance qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'on a un pas d'avance et qu'on sait bien le traiter. Après, ce qui va peut-être changer, c'est la réglementation sur les produits avec l'article 9, où on va nous demander encore d'aller plus loin. Et là, le vrai sujet qu'on a en immobilier, c'est pas qu'on sait pas faire, c'est que on a une vision long terme, mais nos actions sont discontinues. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire en sorte que la réglementation accepte que vous voyez, on est Tour Montparnasse. Nous sommes dans la Tour Montparnasse. Nous voyons la Tour Eiffel. Transformer la Tour Montparnasse, oui, c'est du temps long. C'est du temps long. Et je suis sûr que quand elle sera transformée, ça sera encore un meilleur objet et qui sera durable. Mais on peut pas demander aux propriétaires avec un S de la Tour Montparnasse de transformer cette tour, qui a quand même plutôt des fruits anachroniques, en objet durable en un mois. En un mois. Ça, voilà. Et en fait, donc, on a les compétences, et en plus, c'est un vrai réservoir de valeur ajoutée, de transformation des habitudes et des personnes. Par contre, ce qu'on a à résoudre et à expliquer aux législateurs et aux régulateurs, on sait faire. En plus, en France, on est doué pour le faire. Par contre, ne demandez pas ça de faire en un mois. C'est des plans à 5 et à 10 ans. Mais si vous le comprenez, on le fera parce qu'on a déjà commencé à le faire. Ce qui nous laisse de belles perspectives à venir. Merci à François Grandvoinet, président de Edmond de Rothschild REIM France. Merci à Pascal Bonnefille pour cette interview. Et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.